où tout à coup on a parlé de Pearl Harbor russe ou des choses comme ça, Ouais, toujours avec des ce qui n'est pas analogies. forcément une très bonne référence d'ailleurs, parce que Oui, Pearl tout à Harbor fait, pour les parce que ça Japonais, c'est quand finit même, par une ça se définit très capitulation et mal. une bombe atomique, deux bombes atomiques même. Donc on ne souhaite évidemment pas ça à l'Ukraine. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc sur QG, notre émission bimensuelle Quartier Populaire. Ce soir, nous avons un invité exceptionnel et nous sommes évidemment très heureux de recevoir sur QG dans notre émission. Il est déjà intervenu évidemment sur le média QG. C'est Régis Sommier. Bonsoir Régis. Bonsoir. Bonsoir, je suis aussi en compagnie de Didier Maisto qu'on ne présente plus. Bonsoir. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà, je rappelle que Aude Lancelin nous suit dans le chat et il y a enfin, toutes sortes de possibilités hein, pour poser des questions. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat, c'est le principe de l'émission. Alors très rapidement, Régis Le Sommier, bon, on va pas faire une très longue présentation, c'est un journaliste français qui est à la direction depuis fin 2022 d'un média Omerta. Donc on partage un petit peu le destin de ces médias dits non alignés ou alternatifs. Je ne sais pas exactement comment il faut dire ça. Alors on reçoit évidemment toutes sortes de qualificatifs, hein. Il suffit d'aller sur la page Wikipédia de Régis pour voir un petit peu tout de suite des qualificatifs que moi je n'utiliserai pas et qu'on n'utilise pas sur QG. Parce que ce n'est pas le principe justement de l'analyse politique, hein. Il ne s'agit pas de se lancer des anathèmes, mais d'essayer de comprendre. Et pour comprendre, il faut sortir de l'étiquetage et des petites gommettes. Voilà, je rappelle que, d'ailleurs, bon, Régis évidemment nous parlera aussi de son média. Il a publié chez Max Milo jusqu'au dernier Ukrainien, récit d'un reporter de guerre, donc en 2023. Voilà, et d'autres textes d'analyse, en particulier sur la guerre. Il est très sollicité en ce moment, c'est pour ça que nous le remercions encore d'être avec nous ce soir. Je rappelle encore une fois, posez vos questions à Régis. Alors, je vais faire une présentation très rapide de la situation et ensuite, évidemment, Régis va nous planter le décor. Je formulerai la question, je formulerai la question assez simplement. On peut perdre la guerre, mais on peut aussi perdre la paix. Il ne s'agit pas simplement de la guerre, mais de la paix. On a aujourd'hui beaucoup de publications qui sont actuellement dans les kiosques sur cette question des négociations, de la paix. Comment peser à la table des négociations? On s'aperçoit que l'Europe, je dirais, n'est pas tellement invitée hein, et que les négociations avancent. Les conditions de la Russie pour la paix sont connues maintenant, la reconnaissance de la Crimée, du Donbass, la Novorossia, des garanties des droits des Ukrainiens russophones, hein, la langue russe officielle, évidemment, enfin une certaine reconnaissance pour les populations minoritaires. On va revenir sur tous ces détails, mais surtout, il y a eu un événement, vous le savez, dimanche très, très important, hein, qui a été d'ailleurs salué par une presse qui voit les événements, mais à courte échelle. Hein, hein. Kiev dévoile une capacité de frappe inédite, donc avec une intervention très loin de l'Ukraine, hein, avec des drones donc, qui ont frappé des aérodromes russes et donc qui ont neutralisé, qui ont détruit hein, des avions hein, qui pouvaient porter la force de frappe nucléaire russe. Donc des choses évidemment très profondes et une opération réussie du point de vue militaire, mais dont les conséquences sont très floues encore. Alors évidemment, il y a quelques assertifs qui pensent que les choses vont se passer selon un plan bien déterminé, qu'il n'y aura pas de représailles ou je ne sais quoi. On laisse ce discours satisfait à ceux qui n'ont pas, je dirais, la modestie d'avoir un recul sur une situation très compliquée et très explosive. Alors ce sera ma première question à Régis. Régis, comment tu analyses un petit peu, je dirais, les dernières 48 heures, à la fois l'opération de Kiev de dimanche et évidemment qui vient percuter le temps des négociations. Comment est-ce qu'on peut penser ces deux événements concomitants avec, je pense, pour le public, une sorte de contradiction, c'est-à-dire qu'à la fois on veut négocier, de l'autre côté on se félicite d'une opération militaire d'envergure. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu un état des lieux assez rapide de la situation présente là sur les dernières 48 heures?
Alors oui, bah, cette opération d'abord, elle est exceptionnelle dans le sens qu'elle cumule, on va dire, audace et technologie. Technologie d'ailleurs à bas coût, puisque les drones utilisés dans cette opération sont des drones FPV, donc des drones d'attaque relativement bon marché, qui ont été placés à bord de camions de 30 tonnes, des gros camions de transport, avec un mécanisme étudié à l'avance, qui a permis justement de faire décoller ces drones. L'idée a été partiellement réussie parce qu'il y a certains camions qui ont été interceptés en route ou qui n'ont pas pu arriver à leur destination. Mais en tout état de cause, il y a trois bases principales qui ont été touchées. Et donc les drones se sont élevés et donc ont été percutés. Les Tupolev 22 et 95, globalement, c'est ces deux types d'avions qui ont été touchés. Un A50, bien encore que ce soit pas tout à fait un avion de surveillance, encore que ce soit pas tout à fait établi. En tout cas, on a annoncé tout de suite 40. Ouais, est-ce que ce nombre est crédible? Est-ce que c'est un nombre qu'on retient ce soir ou Non, non, même les canaux ukrainiens, Tatarigami UA ou des gens comme ça, relativement sérieux, ne reprennent plus ça. On est plutôt autour d'une dizaine d'appareils, mais ça reste une opération réussie, une opération spectaculaire, mais qui a, je vais dire, la fâcheuse, qui comporte le fâcheux, on va dire, élément classique dans les opérations on va dire, comment les opérations secrètes ou les opérations spéciales mises en place par les Ukrainiens, c'est-à-dire elles ne servent pas directement, on va dire, les intérêts de l'armée ukrainienne. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu il y a eu trois événements. Il n'y a pas eu un seul événement. Il y a eu l'affaire, effectivement, des avions détruits, des bombardiers stratégiques. On va y revenir parce que s'ils ont été détruits, et s'ils n'étaient pas sous des hangars, c'est pour des raisons bien précises liées aux traités qui ont été signés entre les États-Unis et la Russie. J'y viendrai après là-dessus parce que ça pose un problème. Ça va poser un problème à Trump, ça va poser un problème dans les négociations et je vais y revenir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans le même temps, dans la zone de Briansk, il y a un pont également qui a été plastiqué au moment du passage d'un train de passagers. Donc, il y a eu des morts. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a présenté ses condoléances à Sergei Lavrov au moment d'une discussion qu'ils ont eue quelques heures après cette action des services secrets ukrainiens. En fait, là, c'est une opération conduite par ce qu'on appelle le GUR, c'est-à-dire c'est le renseignement militaire. L'autre, celle des avions, c'est le SBU qui est tout puissant en Ukraine, qui est en gros le KGB ukrainien, si vous voulez. Et aujourd'hui, il y a eu une troisième opération qui s'est produite sur le pont de Kerch, vous savez, le fameux pont construit par Poutine, et qui a permis la destruction d'un pilier. Alors, si vous voulez, vous rassemblez toutes ces composantes, en aucune manière, aucune de ces composantes n'aide l'Ukraine sur le terrain dans la situation difficile qu'elle est en train de vivre sur le front aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est exactement comme pour l'opération de course que du 6 août 2024, c'est encore pire. Cette opération-là, elle avait détourné des moyens et des bonnes troupes pour réussir une incursion en territoire russe qui a permis à l'Ukraine de contrôler jusqu'à 1200 km² de territoire russe pour voir finalement peu à peu mois après mois, cette poche ukrainienne, ce saillant de Soudzha qu'on appelait, finalement se réduire et la présence ukrainienne en Russie finalement disparaître. Donc, si vous voulez, les Ukrainiens tentent à chaque fois des choses qui permettent de nourrir une narration précise en disant que l'Ukraine en a encore sous le pied, que l'Ukraine, si vous voulez, c'est très habile, mais c'est complètement différent de la façon dont les choses sont vécues côté russe, où là, c'est l'objectif, c'est la victoire, dans un sens plus classique. Avec l'Ukraine, on est plus dans l'alimentation d'une narration ultra victorieuse ou d'une narration de maintien des opérations qui va évidemment faire les joies de Ouais. médias comme LCI ou du service public français, par exemple,
où tout à coup on a parlé de Pearl Harbor russe ou des choses comme ça, Ouais. toujours Et avec des ce qui est pas analogies. forcément une très bonne référence d'ailleurs, parce que Oui, Pearl tout à Harbor, fait, pour parce les que ça Japonais, c'est quand finit même, par une ça se finit très capitulation et mal. une bombe atomique, deux bombes atomiques même. Donc, on ne souhaite évidemment pas ça à l'Ukraine. Donc, voilà, c'est toujours des espèces de. Mais il y a quand même une chose intéressante avec Pearl Harbor, et ça me permet de revenir sur mes bombardiers stratégiques, c'est que c'est peut-être aussi le signe qu'à l'ère des drones, il n'y a pas seulement le char qui devient obsolète ou qui est obligé de se cacher, il y a aussi ces grands avions qui peut-être appartiennent à une ère dépassée, à l'époque des Kinzhal, des Caliber, des HIMARS et autres comment, missiles ultra sophistiqués, les grands bombardiers stratégiques capables de porter la bombe atomique, mais on sait que la bombe atomique aussi, elle peut être portée par d'autres types de missiles. Et aujourd'hui, conserver cette flotte, dont je crois le plus jeune des avions russes de ce type a été construit en 1991. Donc, si vous voulez, ça montre une certaine obsolescence. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui est important, et là c'est là où l'Ukraine s'est peut-être tiré une balle dans le pied en dépit de l'audace et de la réussite de l'opération. C'est que si ces bombardiers ont été positionnés les uns à côté des autres sur le tarmac de trois bases, ils le sont de la même manière que les bombardiers américains le sont à Diego Garcia, donc l'île où il y a la base américaine dans l'océan Indien, mais également dans le Michigan, mais également sur les trois bases sur lesquelles il y a les bombardiers B-27 américains, qui sont de même type, si vous voulez. Et en fait, c'est une exigence des traités. C'est-à-dire que ces avions pourraient très bien être camouflés, mais les traités, et en particulier un qui était le traité START, qui a été renégocié en 1998, en 2010, pardon, excusez-moi, à Prague, qui a été négocié et appliqué à partir de 2019, ce traité New START exige spécifiquement que deux pays comme les États-Unis, que les deux pays, États-Unis et Russie, possédant donc un dispositif de dissuasion, montrent à leurs adversaires en permanence via des moyens satellitaires où sont positionnés leurs bombardiers sur les bases. C'est-à-dire que le fait que ces bombardiers soient exposés sur les bases est exigé par ce traité START qui s'est achevé en 2021, a été renégocié et est valable pour les deux pays jusqu'au 6 février 2026. Donc, si vous voulez, là, vous avez un problème pour Trump parce que l'Ukraine, finalement, profite on va dire, d'un accord entre Américains et Russes pour cibler des bombardiers stratégiques russes. Voilà. Et il va falloir que Zelensky l'explique à Trump. Trump, à mon avis, l'a déjà très bien compris, mais il va falloir aussi que Trump en parle à Poutine. Et là, on est dans voilà, c'est un très joli coup, mais c'est un coup aussi qui s'immisce, on va dire, dans un dispositif déjà existant de dissuasion nucléaire et d'accord entre les deux pays. Vous savez, il y a beaucoup de traités qui ont été reniés ou qui ont disparu, mais ce traité New Start existe toujours. Alors justement, Ouais. Régis, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que Trump était au courant? Parce qu'il y a eu des versions contradictoires qui ont circulé. Oui, Trump était au courant, d'autres ont dit non, il n'a pas été au courant. Et dans ce genre d'opération, l'armée ukrainienne fait comme bon lui semble et n'alerte jamais les États-Unis. Première question. Et deuxième question, est-ce que, bon, la réponse est un peu induite, mais est-ce que les pays européens ont participé de façon technologique à cette opération de façon directe ou indirecte? Et les États-Unis, pareil, je t'ai posé la question par rapport à Trump, mais peut-on imaginer qu'une telle opération se passe sans qu'aucun pays européens, membres de l'OTAN en tout cas, ne soient sollicités pour de la technique ou pour autre chose? Écoutez, on peut se référer, si on veut analyser ce qui s'est passé pour essayer de déterminer si des puissances ont épaulé l'Ukraine dans cette opération,
opération qui, c'est quand même pour la région de Mourmansk et surtout celle d'Irkoutsk, c'est 4500 mètres, 4500 kilomètres de l'Ukraine. Donc c'est vraiment l'opération la plus menée le plus profond en territoire russe, qui de facto fragilise aussi les Russes, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit qui ne soit pas atteignable par les Ukrainiens. Donc il y a quand même un quadrillage de la Russie et une surveillance aussi opérée par les Ukrainiens très très efficace et qui, on va dire, dans le jeu et la compétition psychologique qui existe entre les deux pays, porte un coup aux Russes, c'est évident. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut s'en référer à ce qui s'est passé précédemment. Ce qui s'est passé précédemment sur notamment l'échange de renseignements entre Russes et Ukrainiens, pardon, entre Américains et Ukrainiens. Cet échange de renseignements existe depuis le début de la guerre. On va dire qu'en gros, il y a eu une situation room commune entre Ukrainiens et Américains qui a été formée à Wiesbaden, qui est le QG en Allemagne des forces américaines en Europe et en Afrique. Donc c'est un endroit très très important à partir duquel globalement toute ou presque décision prise sur le front en Ukraine passait par Wiesbaden. Si vous voulez, il y a eu une gestion commune, on peut l'appeler comme ça, entre Américains et Ukrainiens des opérations, avec parfois des Ukrainiens plus demandeurs d'informations, parfois les Ukrainiens recevant trop d'informations et n'ayant pas les capacités d'analyse pour agir en fonction des informations très précises que leur donnaient les Américains. Donc il y a eu toujours des problèmes d'ajustement. Et au début de la guerre, je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire du croiseur Moskva, qui était le navire amiral de la flotte russe en mer Noire. Et ce croiseur avait été coulé par les Ukrainiens, d'abord repéré et ensuite coulé par les Ukrainiens. Eh bien, on le sait aujourd'hui, par le renseignement américain qui en a parlé ou qui a fait fuiter ça au New York Times dans un papier qui remonte à quelques mois, qui expliquait justement cette guerre secrète menée conjointement entre Américains et Ukrainiens, avec d'autres partenaires évidemment, des Australiens, des Anglais, etc., et possiblement les Français, même s'ils n'étaient pas cités dans le papier. Mais en tout cas, l'information sur la localisation du Moskva avait été donnée par les Américains, ceux-ci s'imaginant que juste pour dire ah bah oui, regardez ce qu'on a sur l'écran, c'est le Moskva. Ils n'imaginaient pas que les Ukrainiens allaient procéder à des tirs. Je crois que c'est des drones qui ont été envoyés et le navire a été coulé. Et donc là, les Américains ont été surpris par les Ukrainiens, presque mécontents. Il y a eu des choses comme ça, où il y a eu d'autres épisodes, et notamment l'épisode de Kursk du 6 août, où là, les Américains ont été tenus un petit peu dans le flou des intentions ukrainiennes et des intentions justement de franchir la frontière et d'attaquer le territoire de la Russie. Alors, les Américains, sur le coup, se sont dit, ben oui, ils ont pris cette décision. Après tout, c'est eux, c'est leur guerre. Nous, on est là, on épaule. Parfois, on fait des partenariats, parfois, on réfléchit sur des cartes. Quand je vous dis ça, c'est que toute l'opération de la fameuse contre-offensive ukrainienne de l'année 2023, qui devait commencer au printemps, qui a commencé finalement en début juin 2023, qui s'est achevée à l'automne, cette opération qui a été un échec, a été conçue par les Américains et les Ukrainiens ensemble. Donc là, vraiment, je vous dis, c'est des choses précises. Sur Kursk, ça a été plus compliqué encore pour les Américains parce que les Ukrainiens s'aventurant de façon très audacieuse avec des unités très mobiles, très très loin. Alors moi, par contre, j'ai du Rotex côté russe sur l'opération de Kursk, où les Ukrainiens ont vraiment failli prendre la fameuse centrale atomique de Kurchatov, qui se trouve à peu près à une 150-200 km de la frontière ukrainienne. Donc ils sont allés très vite. Les premières estafettes, les premiers éclaireurs sont arrivés quasiment dans la banlieue de Kursk, on va dire à 50-60 km du centre-ville de Kursk. Donc c'est quand même incroyable qu'ils aient réussi à faire ça. Ils n'ont pas réussi à prendre la centrale. C'était leur objectif. Leur idée, c'était justement d'échanger, de contrôler Kursk pour l'échanger contre la fameuse centrale d'Energodar, vous savez, qui est l'objet de tirs depuis le début de la guerre et qui est contrôlée par la Russie. Donc il y avait un objectif précis. C'était très audacieux. Mais au bout d'un moment, les Américains ont laissé développer l'opération. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, on est obligé
de continuer à donner du renseignement aux Ukrainiens qui sont dans une phase offensive pour empêcher les Russes, justement, de contre-attaquer. Les Russes ont contre-attaqué, ils ont réussi à stopper l'opération, mais les Américains ont été obligés de l'épauler. Et tout à coup, les généraux américains se sont dit, on est, c'est jamais arrivé pendant la guerre froide, on intervient directement dans une action militaire contre le territoire russe, sur le territoire russe, et on est des Américains. C'est-à-dire que notre matériel, et c'est là aussi où ils en voulaient beaucoup aux Ukrainiens, c'est qu'une partie du matériel OTAN a été utilisée pour l'opération de Kursk. Et donc là, il y avait une montée en puissance, il y avait un potentiel d'escalade. Donc on voit bien que par le passé, les Ukrainiens ont pris des libertés pour mener leur guerre et que parfois ça a gêné beaucoup les Ouais. Américains qui, à l'époque de Biden et encore plus aujourd'hui, sont obsédés par l'idée de ne pas provoquer une escalade ou en tout cas qu'elle soit maîtrisée le plus possible pour ne pas arriver à une confrontation nucléaire avec la Russie, Enfin, globalement. Alors, les seuls Trump, engagements. il était au courant Ouais. ou pas, là, quand même, alors? Pardon? Trump Ah était oui, au sur courant ou Trump, pas? là écoutez, j'ai pas d'informations. Moi, On ne sait pas euh, vraiment encore ça, hein. j'aime bien je sais que avec Trump, c'est très difficile parce qu'il est capable de dire qu'il était au courant alors qu'il l'était Voilà, pas. Enfin, ça va être très difficile de le vérifier. Mais en tout cas, je vous dis, ça pose un problème dans les relations tout à fait. russo-américaines. Alors, est-ce Oui. que c'est délibéré de la part des Ukrainiens pour Mm. justement casser cette nouvelle entente, on va dire, qui se fait sur leur dos? C'est possible. Est-ce qu'il y a une sorte de fuite en avant? Mais je vous Et, dirais encore une fois, et je le répète, ce qu'il faut retenir de cette opération ukrainienne, c'est qu'une fois encore, comme Kursk, comme je vous ai dit, les histoires du pont de Kerch, leur obsession pour essayer comment on va dire, de détruire le pont de Poutine sur la mer Azov, qui n'a absolument aucun intérêt dans l'état actuel du front et dans la dynamique qui est en place, ça fait partie des aberrations, des actions menées, je vous dis, par Kirilo Budunov, qui est le patron du SBU. C'est des gens ou du GUR, pardon, plus que du SBU, mais ces services, en fait, fonctionnent de façon un peu autonome. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez l'historique de Budunov, c'est quand même vraiment quelqu'un qui a été formé de A à Z par la CIA. C'est un peu en ce moment la créature qui a dépassé son maître, ou en tout cas ou qui est sorti un peu de son périmètre et qui fait un peu n'importe quoi. et Régis, est-ce qu'on ne peut pas donner un élément de rationalité en disant que ben, finalement, juste avant, la veille, en fait, des rounds de négociation, c'est pas une façon finalement de peser sur une Si, négociation, hein. Je ne si, dis si. pas que c'est le cas, mais en Non, non, fait, mais ça va être un élément de rationalité qui peut être apporté. oui, non, mais c'est une explication qui est tout à fait valable. Effectivement, au vu de la situation militaire sur le terrain des Ukrainiens, au vu comment on va dire, des percées que les Russes ont fait, notamment à base de drones globalement entre le 25 et le 27 mai, il y a eu des attaques terribles sur les principales villes ukrainiennes. Il y a eu aussi des attaques ukrainiennes sur des villes en Russie et notamment sur Moscou, mais elles n'étaient pas aussi terribles. Et ces dernières attaques russes ont montré une certaine fragilité du dispositif anti-aérien ukrainien. Volodymyr Zelensky lui-même se plaint du peu de munitions pour les batteries Patriot, par exemple, qui arrivent sur le front. Donc il y a une pénurie de munitions. Les défenses anti-aériennes sont très fragilisées en ce moment. Et surtout, au niveau de la guerre des drones, qui était à peu près équilibrée, voire à l'avantage des Ukrainiens, on va dire depuis un an, c'était le domaine dans lequel les Ukrainiens pouvaient retenir les Russes, notamment en utilisant des essaims de drones en position défensive. Et ils étaient très très forts là-dessus. Et là, les Russes ont développé massivement les drones à fibre optique qui ont pour avantage de ne pas pouvoir être brouillés par Ouais. l'adversaire et qui ont fait des ravages chez les Ukrainiens. Donc, si vous voulez, les Russes, en technologie, à la fois en technologie et en audace sur l'utilisation du drone sur le front, ont repris quelque part l'avantage dans un domaine qui était à peu près 50-50. Alors que sur l'artillerie, on reste toujours sur des proportions où le rapport feu entre l'artillerie russe et l'artillerie ukrainienne, on est
du 8 contre 2, c'est-à-dire 8 obus tirés côté russe contre 2 tirés côté ukrainien. Vous voyez, on reste quand même sur une écrasante proportion, une écrasante domination de l'artillerie russe. Et même, je vais vous dire, même si je suis le premier à dire que la guerre des drones a fait, l'émergence des drones a complètement changé le champ de bataille, l'artillerie reste la pièce essentielle et ça reste à l'avantage des Russes, quoi. Ouais, les drones à fibre optique, ce sont ces drones reliés en fait Voilà. par une sorte de câble. Donc en fait, ils ne peuvent pas être détectés et désamorcés par des brouilleurs. En fait, c'est ça Ouais, ouais, l'idée. c'est assez terrible sur le paysage, ça fait des ravages. La campagne ukrainienne dans ces coins-là, C'est c'est fou. des champs qui C'est sont, hallucinant parce qu'on parle de câbles de dizaines de kilomètres. Enfin, ouais, ouais, mais c'est des champs qui sont recouverts de fils comme ça. Vous avez les moissons et au milieu, vous avez ces fils, des centaines, parce que ce sont des centaines de drones qui sont utilisés en ce moment. c'est effrayant. Alors, Régis, j'ai trois questions du chat, hein, donc il faudrait que voilà, Mhm. un petit peu les archiver. Je remonte un peu, je dirais. Alors, la première question, c'est par rapport à ce qui s'est passé dimanche. Non pas est-ce que Poutine va réagir, mais est-ce qu'il peut se permettre de ne pas réagir? Alors, on va pas faire de la politique ou de la stratégie fiction, mais est-ce que ça va? En tout cas, c'est une question qui revient dans le chat assez régulièrement. Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose et bon, et sous quelle forme? Ça, c'est la première question. La deuxième question, moi, c'est une question que je me pose depuis maintenant plus de 2 ans, parce que j'avais commis un article pour QG sur qui veut la guerre sabote la paix, hein, avec Mhm. Johnson et avec les accords. On a revu d'ailleurs dans le Courrier international, hein, il y a un numéro qui remonte en fait le sabotage, hein, ce qu'ils appellent en fait le sabotage des négociations en 2022. J'ai relu cet article, c'est effrayant en fait, quand on regarde la logique de guerre, la logique belliciste Mhm. de l'Union européenne, c'est incroyable. Donc, est-ce que les Européens veulent vraiment la paix? Enfin, voilà, je dirais la position de l'Europe. Et la troisième question, ben, on sait que les Américains ont fourni 35 milliards au bas mot par an d'aide, de support militaire. Si vraiment les Américains coupent le cordon, nous dit un internaute, la guerre est terminée en 15 jours, quoi. Donc voilà, donc c'est un petit peu ces trois questions. Un, Poutine. Deux, l'Europe. Et trois, ben, finalement, la réaction. Enfin, voilà, pourquoi est-ce que les Américains continuent Oui. Euh, Moi je crois qu'il y aura une réponse. On peut regarder. Il faut voir Poutine. Il y a un silence de la part des Russes qui est assez inhabituel en dehors de personnalités qui servent un peu de porte-flingue habituels comme Dimitri Medvedev ou certains généraux qui s'expriment en expliquant que les cibles ont déjà été déterminées, que tout est prévu et que la contre-attaque va avoir lieu. Je ne crois pas à une riposte nucléaire, contrairement à ce qui a été annoncé, même si ce qu'ont fait les Ukrainiens s'inscrit dans la perturbation, en tout cas le ciblage du potentiel de dissuasion russe. Donc il pourrait y avoir, si on s'en tient à la doctrine nucléaire russe, riposte nucléaire, mais je ne pense pas qu'on ira jusque-là. En revanche, je pense qu'il faut s'attendre à ce que les infrastructures électriques ukrainiennes qui bénéficient aux civils souffrent énormément et qu'il y ait voilà, des Kinzhal ou comment, peut-être un Oreshnik pour un missile hypersonique ou deux quelque part pour détruire quelque chose de symbolique. Je pense que ça va être plutôt dans cette comment dire, configuration-là. Moi, je trouve que ce qui est plus inquiétant, je pense que l'opération donc tempête, non, comment elle s'appelait, toile d'araignée, Ah non, pardon, ouais. l'opération toile d'araignée est très bien faite. C'est une opération qui utilise la ruse, qui peut se comparer. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est du même acabit que les beepers Ouais, du ouais. Hezbollah, c'est-à-dire qu'il y a une logique. On va utiliser quoi? On va acheminer les drones à côté des aérodromes. Ils vont décoller automatiquement. Certains chauffeurs n'étaient même pas au courant de ce qu'il y avait dans leur cargaison. Bref, il y a ce mélange il n'y a pas on va dire, sur une opération comme ça, il n'y a pas une
probabilité de réussite à 100%. Mais on se place on va dire, dans l'ordre de l'exceptionnel. Et voilà. Maintenant, l'histoire du train est plus inquiétante parce qu'elle renoue avec des comportements, on va dire, qu'on peut qualifier de terroristes, qui ont été utilisés par les nationalistes ukrainiens depuis un siècle, hein, depuis voilà et puis en dans la période de l'Oun également, avec les assassinats ciblés qui existent toujours. Il y a énormément de personnalités pro-russes, notamment dans les territoires conquis par l'armée russe, qui ont été tuées, ciblées, blessées par des agents ukrainiens. Ça, c'est un grand classique. Il y a une guerre de partisans qui a existé dans certains endroits, même si elle n'a pas rassemblé autant de personnes qu'à l'époque où, par exemple, les nationalistes ukrainiens et l'Oun tenaient la dragée haute au NKVD et aux troupes russes après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Ukrainiens se sont battus avec les Allemands, et quand les Allemands se sont retirés, ils se sont battus tout seuls contre les Soviétiques jusqu'en 1954, date à laquelle la plupart des chefs nationalistes ukrainiens ont été arrêtés et ensuite amnistiés et libérés par Khrouchtchev. Donc, il y a une habitude de ça, et on peut remarquer qu'il y a des assassinats ciblés de généraux russes sur le territoire russe, et que les Ukrainiens ont tendance un petit peu à revenir à ces pratiques qui sont peut-être aussi un signe que les choses sont un peu désespérées du côté ukrainien. C'est-à-dire que depuis un an, la trajectoire sur le front est négative, c'est-à-dire que les Russes ont pris, je vous donne un exemple, en mai, plus de 150 km², les Ukrainiens ont pris 6 km². Vous voyez le rapport, et si vous prenez depuis un an, globalement, on compte sur les doigts de la main les villages qui ont été conquis par les Ukrainiens. Les Russes ont reconquis des centaines de kilomètres carrés, des zones du côté de Pokrovsk, Konstantinovka, et maintenant Chaziviar, qui était pourtant un gros, gros verrou très, très contrôlé par les Ukrainiens, qui est en train de s'effriter en ce moment. Donc, si vous voulez, sur le front, la situation n'est pas bonne, les réserves ne sont pas là, l'armement arrive au compte-gouttes, et à côté de ça, les Russes montrent qu'ils ont beaucoup plus de réserves, qu'ils ont beaucoup plus d'armement aussi. Donc voilà, donc on est dans une période où la situation n'est pas bonne, et il faut effectivement trouver des contre-feux, allumer des contre-feux, faire des actions Alors, spectaculaires, ne serait-ce que absolument. pour rassurer les sponsors européens, pour dire voilà, on est toujours capable et on ne va pas lâcher. Voilà. Alors, Alors les autres justement, questions. justement, Régis, sur cette question-là, alors très rapidement, tu parlais du Hezbollah et des Vipers Mm, euh, et des médias français. C'est vrai que on va faire une toute petite parenthèse. Les médias français, pendant que ces opérations terroristes se déroulaient avec les trains, comme tu l'as dit, les piliers, etc., qui mm, s'infligeaient en mort, tous de concert ont dit que des ponts s'étaient effondrés, comme des voitures deviennent folles, des voitures folles foncent dans la foule, pour mm, essayer justement de dire que ce sont des objets qui sont mus par une force, on ne sait pas mm, laquelle, mais on ne nomme pas les choses. mm, Je ferme la parenthèse. On a l'habitude de ces infamies, parce qu'il y a quand même des vies qui sont ôtées chaque fois. mm, Mais qu'est-ce que ça t'inspire d'entendre le chancelier Merz, mm, qui, après avoir quitté Emmanuel Macron, où ils ont fait un discours et où M. Macron a toujours parlé, comme d'habitude, hein, de volonté partagée, d'armée européenne, mm, d'étendre, bon, etc., toujours au nom de la souveraineté européenne, cet oxymore qu'il mm, met toujours en exergue. Que t'a inspiré le discours du nouveau chancelier Friedrich Merz devant le Bundestag, qui parle de la puissance de l'armée allemande, la plus grande armée conventionnelle jamais, qui doit être la plus grande armée en Europe, hein, la plus grande armée conventionnelle. On retrouve certains accents, je ne vais pas dire gutturaux, mais en tout cas bellicistes, belliqueux. Est-ce que Poutine, est-ce que la Russie peut se permettre de laisser une armée comme ça se développer, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table, hein, par Merz, mm. et beaucoup plus qu'en France, et Oui. que c'est quand même une menace, non, pour la Russie, ça. Mais oui, d'ailleurs, quand Merz a expliqué qu'il n'y avait plus de ligne rouge, enfin,
c'était sa manière d'expliquer, c'était pas vraiment les lignes rouges. C'était Macron qui avait dit, qui avait parlé d'absence de lignes rouges en février de l'année dernière. Et là, Merz a expliqué qu'il n'y avait plus de limite à l'armement, on va dire globalement, de l'Ukraine, en particulier sur les missiles à longue portée, sans préciser s'il y aurait livraison des fameux missiles Taurus, qui sont l'équivalent, on va dire, en plus sophistiqué des attaques MS ou des Ouais. Storm Shadow britanniques ou des Scalp français. Donc ça peut être aussi un élément. Avec Euh, un petit rétropédalage quand même de Merz qui a dit que dans un deuxième temps, que l'Allemagne allait aider à produire. oui, voilà, on Voilà. a parlé d'une usine commune Ouais. qui va être construite sur le territoire ukrainien. Bon, les Russes ont expliqué tout de suite que c'était une mauvaise idée et que les Allemands n'avaient la mémoire courte de ce qui leur était arrivé. Et de ce point de vue-là, je sais que je cite souvent ce tweet, mais je le trouve très révélateur. C'est un journaliste allemand dont j'ai oublié le nom, qui écrivait l'autre jour sur Twitter de façon assez ironique. Il disait, si je comprends bien, vous nous demandez à nous, Allemands, de construire une grosse armée, de traverser la Pologne et d'aller attaquer la Russie. Voilà. C'est bien Voilà. résumé. Et il disait, c'est bien ça, point d'interrogation. Donc, on sait que les Allemands ont cette efficacité chevillée au corps. J'ai pas envie de dire que c'est pas le cas chez nous, mais on sait que s'ils se mettent sérieusement à le faire, et d'ailleurs on l'a vu, les patrons automobiles, et en l'occurrence c'est Volkswagen. Bon, on sait d'où vient Volkswagen et qui a dessiné la première Volkswagen. Pas besoin de vous faire un dessin, mais Volkswagen a proposé ces chaînes de production à Rheinmetall pour construire des chars, pour vraiment voilà, donc on prend les choses au sérieux. Et ce qui est intéressant, c'est que Rheinmetall s'appelait aussi Rheinmetall en 1933 et s'appelait aussi Rheinmetall en 1914. Donc il y a quand même voilà, des traditions. Maersk a des accents, effectivement, c'est la première fois qu'on entend parler d'une armée colossale comme ça. Mais bon, il y a quand même une citation d'un des prédécesseurs, on va dire, de Merz, qui a été Bismarck. Et j'ai retrouvé cette citation, elle est quand même très intéressante parce que Bismarck s'est affronté à la Russie et il avait écrit, ce brave Bismarck, il avait écrit: ne touchez jamais à la Russie, quoi que vous fassiez, ne vous opposez pas à elle, car même quand elle semble faible, elle se relèvera toujours et vous brisera. Ne tentez jamais de prendre quelque chose aux Russes, tôt ou tard, ils Il reviendront a le pas trop chercher. cherché. C'est Bismarck qui dit ça. Bon, évidemment, le conseil n'a pas été, on va dire, suivi par Adolf Hitler. Et nous, nous, on a eu Napoléon. Alors, ce qui est intéressant avec les Russes, c'est que même s'ils sont très, fâchés avec les Français et que les Français, en tout cas, le gouvernement Macron, ils ont quand même une certaine tendresse pour Napoléon. Moi, je me souviens d'un Cosaque sur un front du côté de Zaporizhzhia, qui m'avait filé son t-shirt. Le t-shirt, c'était un t-shirt avec une tête de Cosaque dessus. Et derrière, il y avait marqué donnez-moi 1000 Cosaques et je vais conquérir le monde, signé Napoléon. Et c'est une citation de Napoléon pour rendre hommage à la combativité des Cosaques. Donc, ils aiment bien Napoléon. Ils détestent Hitler, évidemment, mais ils ont un côté parce qu'ils l'ont vaincu. Et bon, le fait est que oui, à chaque fois, il y a eu ce même scénario. Donc l'intelligentsia et la classe politique russe adorent jouer sur ces résonances avec la Seconde Guerre mondiale, avec le destin de l'armée allemande, qui s'est joué en Ukraine. Hein, c'est l'armée allemande, on parle toujours de la bataille de Berlin ou de Bagration ou des dernières opérations qui ont été faites en Biélorussie en 1944. Mais la vraie défaite après Stalingrad, c'est la bataille de Koursk. Et la bataille de Koursk, évidemment, elle inclut Kharkov sur son front sud. Et en fait, le destin de l'Europe et peut-être du monde s'est joué dans cette zone-là. Donc les Russes le savent très bien, ça. Et la différence entre les Russes et peut-être nous, Européens, c'est que le soldat de base russe, il n'est pas forcément, c'est pas un génie, mais il connaît très bien son histoire. Très, très bien. On lui a expliqué depuis qu'il est né qu'il y a 20 millions de mecs qui se sont sacrifiés pendant la Seconde Guerre mondiale et ça, il l'a pas oublié. Donc ça, tout ça, c'est des composantes. Et les Allemands, bah oui, les Allemands, on sent bien qu'il y a aussi une volonté ils ont conquis l'Europe d'une certaine façon économiquement.
Maintenant, je pense qu'ils veulent compter aussi. Ils ont comment, des appétits. Il fonctionne peut-être aussi, ce chancelier Merz, au diapason du monde. On voit bien qu'il y a un retour des souverainistes en Europe et un retour d'une certaine fierté. Alors nous, en France, on passe notre temps à nous expliquer que c'est mauvais, que ça mène à la guerre, que il faut qu'on reste globaliste, etc. Mais on sent bien que ce soit en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en Italie, partout. En Allemagne, avec l'AfD qui est après, dont les sondages pronostiquent que dans quelques mois, l'AfD pourrait dépasser les 30% en Allemagne, donc devenir largement le premier parti. Donc c'est évident qu'il y a une poussée, il y a une poussée identitaire, et voilà. Et donc ça peut expliquer aussi ces discours bellicistes de la part de Friedrich Merz, en sachant que la menace russe, elle existe. Certes, hein, les Russes sont redoutables. Ils ont surtout maintenant 3 ans de guerre contre les Ukrainiens, mais aussi contre l'OTAN, contre les Américains quelque part, et que loin d'être affaiblie, ben, leur armée s'est plutôt ragaillardie. Elle est devenue ultra compétitive, et aujourd'hui, aller s'attaquer à l'armée russe, qui a une maîtrise des drones comme l'armée ukrainienne, mais que nous n'avons pas, nous, c'est aussi un véritable défi. Quand on voit les généraux de plateau nous vous expliquer, oui, il faut qu'on se réarme, machin. Mais qu'est-ce qu'on connaît à la guerre des drones? Rien du tout. On n'a pas expérimenté ça. Notre armée, elle a été burinée sur les sables du désert, dans le Sahel, dans des opérations de police, voire une guerre de Oui, et puis guérilla. Régis, peut-être faut-il rappeler à nos auditeurs qu'il y a eu d'abord ce rapport sénatorial sur la guerre de grande intensité, où nous ne tiendrions qu'une semaine, et où d'ailleurs on produit en une année ce qui se tire, tu Hmm. parlais d'artillerie, de munitions en une nuit sur le théâtre d'opération, mais là il y a les lanceurs unitaires de roquettes, là, c'est un rapport là, pour le coup de députés, nous n'en avons plus que 9, on en a donné 4, je Mhm. crois à la Roumanie, ou 3 à la Roumanie, 4 à l'Ukraine, on n'en a plus que 9, on ne sait plus les fabriquer, on n'a rien prévu, on n'a pas de solution de rechange, et donc on va peut-être les commander soit à une joint venture germano-israélien, soit à la Corée du Sud, soit aux Américains. On en est là, on n'a Hmm. plus d'armée opérationnelle exportable, on peut tout juste exporter 20 000 hommes et on n'a plus de matériel. Oui, c'est tout à fait exact ce que vous dites, et c'est pour ça que l'idée de prolonger le conflit me semble absurde. C'est-à-dire d'abord, il y a ce souci, je pense, qui est authentique chez Donald Trump, d'arrêter les fusions de sang, que les Russes prennent, mettons, 300 km² ou 400 km² dans 6 mois, en plus de ce qu'ils ont déjà pris, ça va pas changer grand-chose. Alors peut-être les Russes espèrent une capitulation et un effondrement du front à certains endroits qui leur permettrait vraiment de marquer des points et d'assommer leur adversaire pour rentrer dans la négociation. C'est sans doute, à mon avis, pour ça que Poutine essaye de faire durer les négociations plutôt que d'accepter un cessez-le-feu qui, craint-il, pourrait permettre aux Ukrainiens de souffler et de se réarmer. C'est là où il y a, voilà, l'ambiguïté, elle est là, et l'affrontement sur la négociation, elle est là. C'est-à-dire que les Ukrainiens demandent un cessez-le-feu en préambule d'une négociation, tandis que les Russes demandent un cessez-le-feu en conclusion d'un accord, en fait. Donc voilà. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'on discute. Ce n'était pas arrivé depuis avril 2022, où le célèbre Boris Johnson était venu torpiller un accord de paix qui finalement aurait pu éviter la mort d'1 million de personnes. Quand même, Je conseille faudrait d'ailleurs à peut-être lui tout, rappeler un voilà, jour à ce Boris Johnson, tout à si je le fait, croise dans la rue, je pense que j'irai lui dire ouais, que ouais. son action et son intervention ont permis de tuer 1 million de personnes. Voilà. Et ce type avec les cheveux hirsutes et qui fait des blagues, c'est ça qui l'a coûté. Alors, il était peut-être pas seul. Je pense que comment, le gouvernement Biden était aussi de mèche dans l'idée de prolonger la guerre. Il y a eu aussi un épisode qu'on a un petit peu oublié, qui était le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, qui, à une certaine époque, était intervenu, avait commencé, c'était novembre 2023, à expliquer que les chances que l'Ukraine récupère la Crimée et le Donbass étaient proches de quelques pourcents. Donc, qui en langage militaire veut dire, voilà. Donc, novembre 2023, vous avez
le chef d'état-major de l'armée américaine, donc celui qui est au courant de ce qui se passe, qui dit ça va pas se passer, en tout cas pas dans l'immédiat, il y a très peu de chances que ça se passe. Et puis le même Mark Milley commence à évoquer le terme négociation dans ses conférences de presse. À l'époque, on s'étonne que le chef d'état-major, parce que vous avez le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, qui lui, remet des paquets de sanctions euh, et sur des positions ultra dures avec la Russie. Et donc, vous comprenez qu'en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que les militaires qui ont un côté pragmatique, américain, etc., et qui voient que la guerre ne mène nulle part, proposent d'essayer globalement quelque chose et d'amener comment on va dire, adversaires à la table des négociations, tandis que la diplomatie américaine, comme Boris Johnson, veut continuer parce que les néoconservateurs derrière et un certain nombre de cinglés comme Lindsey Graham ou d'autres en France pensent que il faut abattre la Russie, en fait qu'il faut terminer la guerre froide, en gros. Si vous voulez, dans leur état d'esprit, c'est de dire la guerre froide n'a pas été terminée en 91, il Alors faut la terminer, justement, la Régis, Russie ça me Ouais, reste avec, l'ennemi. être Pardon? avec un un syllogisme, point avec, capital. ouais, Didier. Oui, pardon. Oui, un point capital, c'est que la différence d'approche de la Russie, qui veut une paix dure. C'est pour ça qu'elle parle d'ailleurs des vraies raisons profondes, hein, de la guerre qui doivent être prises en compte, et qui veut une paix durable, hein. Quand on regarde aujourd'hui le mémorandum qu'elle a proposé, versus des pays européens qui n'ont pas les moyens, et on voit que la Russie a le temps devant elle, hein, malgré tout, même Mm. si elle souffre, elle a du temps, donc elle ne va pas négocier dans l'urgence. Ce qu'elle veut, c'est en finir définitivement avec des éléments un peu, allez, des nazis, hein, appelons-le par leur nom, dans l'armée ukrainienne. C'est écrit noir sur blanc, une démilitarisation de la zone, récupérer les régions russophones, la Crimée, etc. Bon, on ne va pas toutes les citer. On voit qu'il y a une différence d'approche et on voit que finalement, c'est peut-être ça, je sais pas quelle est l'analyse, son analyse que Trump a compris que finalement, si on ne va pas dans ces raisons profondes et qu'on ne règle pas définitivement, ça ne veut rien dire, mais disons pour pas mal d'années avec des vraies solutions le problème, la guerre va continuer. Non, vous avez raison. Donald Trump a tout à fait pris conscience que les facteurs qui ont amené à la guerre, que cette guerre n'est pas, comme le pense Emmanuel Macron récemment encore lors d'une allocution depuis l'île de Mayotte, il tenait des propos allant dans ce sens-là, que ce n'est pas une guerre d'agression d'une puissance impérialiste contre son voisin dans le but de le conquérir ou de l'assouvir. Ce n'est pas une agression gratuite comme elle a été présentée de la part d'un despote ou d'un tyran ou du nouvel Hitler, enfin on a eu toute la gamme comme d'habitude, contre un pays aspirant à se rapprocher de l'Europe, comme porteur de valeurs démocratiques, etc., etc. Donc ça, cette fable, elle a été très très coercitive hein, au début de la guerre. Vous n'adhériez pas à cette fable, et j'en sais quelque chose, et je pense que vous aussi, vous n'adhériez pas à cette fable, vous étiez exclu du jeu de facto. C'était même menaçant. C'était terrible parce que moi, j'ai vécu la guerre en Syrie. J'ai couvert beaucoup la guerre en Syrie avant et il y avait aussi une narration imposée, mais il y avait quand même des gens assez sérieux, des vieux reporters britanniques, des mecs, comment, des Simon Hirsch, des Américains un peu, comment, empêcheurs de raconter des anti-manichéistes qui expliquaient que c'était un petit peu plus compliqué et qui, par leur prose, justement, éclairaient le public. J'ai vu rien de ça avec l'Ukraine. Ça a été un véritable rouleau compresseur au début. Et voilà. Et donc là, ce qui est intéressant avec Trump, c'est qu'il y a une véritable prise en compte. Brutalement de la part des Américains que la question de l'avancée de l'OTAN est déterminante dans cette histoire. La progression de l'OTAN à l'Est, mais le général George Kennan, dès 1999, avait dit attention, intégrer des pays de l'ancien bloc de l'Est à l'OTAN, c'est comment la garantie
de se rapprocher de mécontenter la Russie. Poutine, à l'époque, jusqu'à son élection, lui était plutôt, et même après, plutôt désireux d'un partenariat avec l'Alliance européenne, avec l'Europe, avec l'OTAN. Il pensait pouvoir négocier. Mais il avait dit, et ça c'est intéressant, c'est que ce soit à son discours de Munich, ce discours de Budapest, systématiquement, quand il se réfère à l'Ukraine, euh, ça devient de plus en plus menaçant. C'est-à-dire, il dit, si ça va vers l'Ukraine, alors là pour nous, Oui, puis ça, cette volonté, elle voilà. existait dès la chute du mur de Oui, Berlin, oui, dès bien sûr. 89, Oui, oui, tout à par les fait. prédécesseurs. Tout le monde disait le Mhm, tropisme naturel, on va dire culturel de la mhm, Russie, c'est d'aller vers l'Europe. Elle a été mhm, méprisée par les États-Unis, méprisée par les Européens, tout à en fait. soutien des uns et des autres qui se gaussaient en disant oh, et qui voulaient, après la chute du mur, l'anéantissement pur et simple Mhm. de ce qu'allait devenir la Fédération de Russie. C'est Mais fou ça, c'est un discours. Ouais. quand on revoit C'est un, l'histoire. c'est un discours qui a été inaudible, en fait, parce que d'ailleurs, il n'y a aucune garantie écrite qui a été donnée à Gorbatchev. Et je pense que ce discours a été inaudible parce qu'on a vécu un tournant dans l'UE néoconservateur. C'est-à-dire Oui. qu'on a l'unanimisme, en fait, qui a eu cette espèce de truc, Poutine, c'est un dictateur, l'Ukraine, c'est une démocratie, nous soutenons la démocratie, si la démocratie ukrainienne s'effondre, l'Europe s'effondre. Ce discours complètement manichéen qu'une partie de la gauche française, d'ailleurs, épouse de façon somnambulique et absurde, c'est le discours des néocons de 2001. C'est le discours qu'on nous a servi avec l'Irak. Et, enfin, il y a eu un transfert, et c'est intéressant, le vice-président américain, à l'époque, il n'était pas encore vice-président américain l'année dernière, revenait sur ce narratif. C'est Mhm. très intéressant, ça. Justement, Oui. ce que dit Régis sur cette question, on ne peut pas raisonner comme ça. Alors, moi, j'ai une question, Régis, par rapport justement aux conditions qui sont apportées sur la table par la Russie. Donc, ben, Didier les a rappelés, hein, la condition, donc la reconnaissance de la Crimée, le Donbass, bon, la Novorossia, la garantie des droits des Ukrainiens russophones, on l'a dit, pas d'armes nucléaires, pas de coalition militaire pour l'Ukraine, pas d'OTAN. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'état-major américain disait entériner un peu ces faits-là il y a un an et demi. Oui. Donc, C'est ce que je vous dis, c'est hein. c'est quand même un constat Mhm. qui est un constat factuel, quoi. C'est Mais bon, le alors moi, je veux bien discours, le qu'on discours, invente des cartes, mais le problème, c'est que non, on ne reprendra pas militairement, à moins d'y mettre des moyens démesurés et d'aller vers une guerre, alors là, pour le coup, qui est totale. non Donc, mais si vous qu'est-ce voulez, qu'on peut penser de cette négociation et de ce il qui faut est se, proposé par les Russes? écoutez, moi ce que j'essaye d'apporter dans ce conflit, j'ai couvert pas mal de conflits, donc je peux aussi expliquer pourquoi il est différent de ceux qui ont précédé, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, le Sahel, la Libye, etc. Mais surtout, ce que j'ai pu constater en y allant, j'ai fait 7 voyages, donc une partie dans le Donbass, où j'ai passé beaucoup de temps, c'est que le Donbass dans sa structure actuelle, c'est on va dire, c'est une terre, c'est une espèce de forteresse russe dans lequel le militaire est complètement intégré dans la population civile. Vous avez des soldats dans tous les restaurants. Les maisons sont louées par les militaires qui font venir leur famille parfois. Si vous voulez, le Donbass combat depuis 2014. Donc, d'abord sous une forme milicienne, hein, avec les armées des républiques autoproclamées, et puis ensuite avec l'armée russe. Mais quand vous êtes dans le Donbass, où il y a environ 6 millions de personnes, vous êtes dans une zone, et je parle du Donbass parce que je suis allé dans la région de Kherson, et c'est très différent, parce que la région de Kherson n'était pas occupée comme celle de Zaporizhzhia non plus avant 2022. Elle était ukrainienne. Donc, si vous voulez, la philosophie est différente et une résistance plus importante, on va dire, plus une guerre de partisans, notamment à Kherson, que j'ai pu constater. Mais dans le Donbass, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que vous avez 6 millions de personnes qui, même si l'Ukraine, et ça, on n'entend jamais parler de ça sur les plateaux de télé, même si l'Ukraine reprend ses frontières de 91, ces 6 millions de personnes ne veulent rien avoir à faire avec Kiev. De même que Kiev, avant la guerre, moi j'ai des copines ukrainiennes qui m'expliquaient, qui me disaient, mais nous on est de Kiev, on s'en fout du Donbass, on s'en fout de ces gens-là.
Ces gens-là, ils sont sur une autre planète. Depuis 2014, ils ont décidé de vivre leur vie et beaucoup d'Ukrainiens se satisfaisaient de ça. Et si vous voulez, il y a aussi cette interpénétration, parce que là aussi, d'expliquer que l'Ukraine, c'est une nation comment, à part entière, certes, c'est une nation à part entière, et la guerre va sans doute on va dire, façonner l'imaginaire collectif et va sans doute en faire une nation encore plus identitairement définie. Mais avant cette guerre et encore aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les russophones du Donbass, enfin, les Ukrainiens pro-russes, enfin voilà, les Ukrainiens pro-russes, moi, j'ai quasiment tous ceux que j'ai rencontrés avaient de la famille qui combattaient de l'autre côté. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment une guerre civile. C'est-à-dire que bah, on a un oncle, voilà. Alors parfois, on a tenté de garder des relations, mais c'est très difficile à cause de l'espionnage et tout ça. Et en fait, il arrive très fréquemment qu'une partie de la famille soit restée de l'autre côté, voire combattre dans l'armée ukrainienne et eux dans l'armée russe. Voilà. Et ça correspond totalement à la définition de la guerre civile que donnait André Malraux, qui disait que la guerre civile, c'est la pire des guerres parce qu'on connaît celui qu'on tue. Et on est vraiment dans cette configuration-là. Ils se connaissent très bien. Les officiers, combien de fois des officiers m'ont dit, mais le mec en face, le commandant de la division, machin, je le connais très bien. J'ai fait mes classes avec lui à l'école d'officiers à l'époque de l'Union soviétique. Souvent, c'est des gens d'ailleurs d'un certain âge, hein. Vous avez des combattants moi j'ai vu des combattants qui avaient 70 ans. Alors, ils n'étaient pas en première ligne, mais ils étaient quand même opérationnels. Donc, vous avez des vieux combattants, vous en avez pas mal aussi côté ukrainien, et ils connaissent les Russes. Vous prenez par exemple le chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, là, celui qui négocie à Istanbul, mais il est né en Ukraine, il a grandi en Ukraine, il connaît par cœur l'Ukraine, c'est un Ukrainien en fait, c'est un Ukrainien pro-russe. Alors Et si justement, vous voulez, Régis, donc l'interpénétration, elle est totale. par Voilà. rapport à tout Et ça, je termine, les négociations, l'heure de négociation qui a eu lieu hier entre Russes et Ukrainiens, c'est fait en russe, hein. Il n'y a pas eu de traduction ni rien du tout, comme il y avait la première fois, hein. Tout a été en russe. bon, on voit bien de toute façon que c'est d'abord la langue, hein, c'est d'abord la culture, hein, de ces questions-là. Oui. Quand on connaît un petit peu le sujet, quand on connaît le pays, ben, on voit quand les gens parlent russe, on grandit dans l'idée de la Russie, c'est difficile Hmm. de dire qu'ils ne sont pas russes. Bon. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une solution envisageable qui ne soit pas dans la neutralisation d'une zone entre l'Est et l'Ouest? Parce que, bon, évidemment, ça, Poutine le remet un peu dans le jeu, mais y a-t-il une autre possibilité quand on voit à quel point l'OTAN finalement, et même l'Union européenne d'une certaine manière aussi, et les États-Unis, de façon très directe sur le territoire même ukrainien, qui ont considéré parfois l'Ukraine comme un 51e État américain, on peut le dire, je crois aujourd'hui, c'est sorti dans pas mal de canards américains. Est-ce qu'il y a une solution qui n'est pas dans la démilitarisation avec une zone neutre entre l'Est et l'Ouest, parce que finalement, sinon, est-ce qu'on ne recule pas pour mieux sauter chaque fois? Parce que l'Ouest veut toujours pousser ses pions, veut en finir avec la Russie, veut anéantir ce bloc. Je pense qu'il y a un constat évident de la part de l'équipe de Trump, ça va au-delà même de l'équipe de Trump aux États-Unis, que cette guerre est perdue. Trump ne veut pas hériter d'une défaite. Il veut expliquer que c'était la défaite de Biden et que lui a permis d'apporter la paix. C'est pour ça qu'il s'agite autant, parce qu'il veut éviter d'avoir on va dire, son héritage, cette défaite de l'Ukraine. Et d'un autre côté, vous avez Poutine qui lui pense qu'il peut arriver à la capitulation. Et le problème, vous avez évoqué le terme démilitarisation. Le problème auquel est confrontée l'Ukraine, il est de deux ordres et il y a des correspondances historiques. C'est-à-dire que même si est décidé tout à coup de faire bon, bah, un cessez-le-feu, une paix, avec d'abord l'avenir de Zelensky va être aussitôt mis en question puisqu'il y aura probablement des élections. Autour de lui, ça commence à s'agiter, y compris
enfin récemment, depuis un petit moment, comment Klitschko, le maire de Kiev, montre ses ambitions. Budanov, dont je parlais tout à l'heure, effectivement, est aussi au coin du bois. Vous avez Valéry Zaloujny, qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne, immensément populaire, tellement populaire que Zelensky l'a remplacé par Alexander Sirski, qui lui était beaucoup plus fidèle et a envoyé Zaloujny en ambassadeur à Londres, un petit peu comme César avait envoyé Pompée aux confins de l'Empire, si vous voulez. Quand un général devient trop important et trop populaire, il faut s'en débarrasser. C'est ce que Zelensky a fait avec Zaloujny. Donc on voit bien qu'il y a ces groupes, qu'il y a cette montée en puissance d'autres acteurs dont l'appétit pourrait s'aiguiser ou qui pourraient subitement d'ailleurs aussi devenir des interlocuteurs plus acceptables pour la Russie. C'est ça aussi, parce que vous savez, Zelensky, il y a quand même un passif vis-à-vis des Russes. Il y a aussi l'inscription dans la loi ukrainienne de l'impossibilité de négocier avec Vladimir Poutine. Ça a été décidé en septembre 2022 par Volodymyr Zelensky. Et ça Donc, n'a toujours pas comment... bougé, hein, ça n'a Oui, toujours pas ouais, bougé. tout à fait. Et alors, là, je termine sur moi, ce qui m'inquiète le plus en Ukraine, c'est le potentiel de somalisation, c'est-à-dire que il y a un certain nombre d'entités, certaines sont liées à l'extrême droite, comme Pravi Sector, Edar, Azov, tous ces groupes. C'est pas des groupes, c'est des groupes dont la propagande type LCI a réduit l'activité à quelques néo-nazis ou quelques nationalistes comme si par voilà, c'est des gens en particulier Azov, et je m'intéresse un petit, je reprendre un petit peu l'histoire d'Azov. Azov a connu sa gloire et son nom avec Mariupol, la première bataille de Mariupol en 2014, où Azov a permis que la cité de Mariupol ne soit pas conquise par les séparatistes de Donetsk. Et donc, a combattu et a permis d'arrêter l'hémorragie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tous les russophones, les soldats russophones partaient avec les séparatistes. Ils n'allaient pas se battre contre leurs frères russes, même si on leur donnait l'ordre. L'exemple le plus incroyable, c'est la Crimée, où vous aviez 22 000 soldats ukrainiens en Crimée, et vous en avez 20 000 qui sont passés du côté des indépendantistes. Donc, il y avait une hémorragie véritable. Et qui a maintenu l'Ukraine et qui a permis de donner des troupes combattantes et des troupes motivées, ce sont les nationalistes ukrainiens et donc les néo-nazis, les groupes que j'ai cités, qui aujourd'hui, d'ailleurs, Pravi Sector a eu jusqu'à un ministre de la Défense de ce groupe. Hein. Il y a eu donc après 2014. Et aujourd'hui, ce sont des groupes qui ont énormément de puissance, énormément d'argent. On avait dit, je ne sais plus, quelqu'un avait dit, vous savez, l'Ukraine, c'est l'extrême droite avec des chars. Mais c'est un peu ça, l'Ukraine, aujourd'hui. Et le risque, c'est la somalisation. Pourquoi? C'est-à-dire à ce que des fiefs se constituent sur des territoires en Ukraine, que l'Ukraine éclate. Et autre chose également, parmi ces groupes qui ont atteint un degré de compétitivité dans la guerre, en particulier Azov, qui aujourd'hui est la troisième brigade parce qu'il a été intégré à l'armée ukrainienne. Donc, il est officiellement militarisé. Il fait partie de l'effectif de l'armée ukrainienne. Mais Azov a décidé, par exemple, de créer des brigades territoriales récemment. Donc, il y a une montée en puissance de ces groupes avec un risque qui est le risque de la paix. Il est inhérent à tous les pays et à toutes les sorties de guerre. En 14-18, la France avait connu une assemblée qu'on appelait l'Assemblée Bleu Horizon, qui forcément politiquement était connotée dans la mémoire des soldats morts au front. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne n'ayant pas vraiment perdu en 1918, eh bien, il y a eu le phénomène des corps francs, c'est-à-dire ces soldats ramenés chez eux, pleins de rancœur, qui vont nourrir les épopées de la République de Weimar dans le Balticum, qui vont également nourrir ensuite les rangs des SA, et ça va créer la nouvelle révolution nationale socialiste plus tard, avec Hitler, le mouvement d'Hitler qui monte. Donc, si vous voulez, avoir des soldats démobilisés qui
dans leur tête n'ont pas perdu, c'est aussi donc la démilitarisation de l'Ukraine au point de 3 ans au bout de 3 ans de guerre et au point où nous en sommes aujourd'hui avec, on va dire, toute la sophistication des combats, avec le fait que l'Ukraine a perdu énormément d'hommes, il y a la mémoire des hommes, il y a tout ça. Évidemment, dans l'imaginaire collectif ukrainien, ça va être ultra puissant. À compenser quand même ce tableau avec la fatigue de la guerre, parce que les gens ont envie aussi que ça cesse. Ils ont perdu leur frère, ils ont perdu leur père, ils ont aussi envie que ça cesse. Mais parmi les plus déterminés, et ceux qui aujourd'hui tiennent le front, c'est ces gens-là. C'est pas les pauvres conscrits que vous voyez sur les vidéos, embarqués dans le camion et qu'on envoie sur le front. C'est pas lui qui tient le front. Lui, il a qu'une Ouais, envie, c'est de quitter le pays. Les autres, c'est les nationalistes qui tiennent. ouais. Donc ça va être très compliqué. Il y Voilà. a deux questions, enfin une question du chat et je vais poser une question un petit peu sur ce qu'on appelle le Sud global. La première question, c'est la corruption. Ça rejoint un peu ce qui est analysé là. C'est-à-dire, quel est le niveau de corruption? C'est tout cet argent qui est injecté, en fait, ben, finalement, où il va? Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Ça, c'est la première chose. Et ma deuxième question, c'est le 23 février 2023, donc il y a eu ce vote aux Nations Unies. Ce qu'on oublie, donc, il y a 32 pays en fait qui se sont abstenus, dont la Chine et l'Inde, qui représentent quand même un tiers du PIB mondial, qui représentent plus de la moitié de la population mondiale. Et j'ai l'impression que dans notre système de pensée, en particulier français et européen, on a un peu tendance à les oublier. Ce sont des acteurs déterminants aujourd'hui du conflit. Donc voilà mes deux questions. La première question, la corruption. Et la deuxième question, c'est à écouter l'analyse, c'est on a d'un côté une guerre civile et de l'autre côté des enjeux planétaires en fait de réorganisation du monde. Et Mm. je trouve ça terrible, c'est terrifiant en fait. C'est-à-dire que ces enjeux planétaires de réorganisation du monde se greffent en fait sur une guerre civile. C'est voilà comment analyser ces deux choses. Bah, pour la question de la corruption, je pense qu'il y a eu l'Ukraine. Il faut reprendre. Ce qui est intéressant, c'est reprendre les articles de 2021, par exemple, des articles dans des journaux comme Le Parisien ou sur Zelensky. Et là, vous voyez que vous n'avez pas du tout le même portrait dressé par les médias français à l'époque. Et le terme de corruption est utilisé. L'Ukraine figurait à l'époque, je crois, avant le début de la guerre, comme le deuxième pays le plus corrompu au monde. Donc c'était de notoriété publique. Et en effet, on a pu constater aussi avec certaines émissions qu'une partie des armes, notamment je me souviens d'une émission de 60 Minutes aux États-Unis de CBS qui avait été rapidement mise au placard et qu'on ne trouvait plus sur le site de la chaîne, qui avait expliqué que il y avait qu'une partie et il y avait des témoignages d'Ukrainiens qui expliquaient que bah voilà, on leur avait livré tant et qu'ils avaient reçu que, en gros, un tiers. Donc, il y a eu des prélèvements qui ont été faits. Alors, les Américains ont beaucoup travaillé là-dessus, ont envoyé dépêcher des personnalités pour traiter ces problèmes-là, pour justement essayer de les conjuguer, de les conjurer et d'essayer de régler ces problèmes. Ça n'a pas été complètement réglé. Il y a des fortunes. Toute petite ainsi, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens dans l'armée ukrainienne qui n'ont pas leur solde, qui ne sont pas Oui, oui. payés, qui vont acheter eux-mêmes, qui font des Hmm. courses, etc., qui vont acheter eux-mêmes leur victuailles quand ils sont envoyés à tel ou tel endroit. Et ils le font par patriotisme, hein, je dirais. Hmm. Mais voilà, Ouais, il y a eu des problèmes de solde dans l'armée russe aussi, hein. oui. Je veux Non, mais pas non là, plus. je dirais les problèmes de solde dus à la corruption, beaucoup Oui, aussi. oui, oui. Mais il y Oui, a de la corruption en Russie aussi. Il faut aussi. pas. Voilà, je veux dire, l'unicité de dire l'Ukraine est corrompue. Oui, mais le vrai problème va être, voilà, ce flot d'argent. À qui a-t-il bénéficié? On sait qu'il y a des oligarques en Ukraine, hein. On est toujours à dire oui, les oligarques en Russie, à la solde de Poutine, qui ont leur fortune, machin. Mais il y en a aussi beaucoup en Ukraine. Et donc, un certain nombre de gens ont profité de la guerre. Alors la question des armes, elle est très, très importante parce que est-ce que ces armes vont bénéficier ou être vendues dans d'autres endroits du monde? On entend des choses comme quoi des groupes terroristes pourraient justement recevoir ces armes. Mais bon, quand on voit ce que les Américains ont laissé derrière eux en Afghanistan, c'est pas étonnant non plus. On peut pas se dire que les talibans d'ailleurs aujourd'hui disent nous.
on est les garants de ce matériel, Daesh ne le prendra pas. Vous vous rendez compte, on en est quand même Euh, arrivé à ce on que pourrait les parler de la talibans Libye, sont de la les Libye aussi. gardiens des déchets de l'Occident du point de vue de l'armement ultra moderne. Et ils disent, oui, oui, nous, vous inquiétez pas, on est sérieux. Et ils sont sérieux d'ailleurs. Ils ont un C'est que projet, c'est pour ça. ouais, ouais, c'est assez fabuleux ce qu'on voit. Mais ouais, voilà, pour la question de la corruption, il est évident que ça n'a pas disparu, je vous dis, les Américains ont essayé de lutter contre ça. Je ne connais pas les degrés d'efficacité. Donald Trump avait eu une conversation assez franche et vive avec Zelensky qui avait expliqué qu'il y avait à peu près 100 milliards qui avaient disparu ou qu'il fallait chercher. Donald Trump avait demandé un audit des dons faits par l'Amérique tant du point de vue matériel. D'ailleurs, tout à l'heure, on a cité, je ne sais plus, 30 ou 40 milliards. En fait, les Américains ont donné près de 78 milliards de dollars d'équipement. L'Europe n'arrive même pas à la cheville, à la moitié de ça. L'Europe a donné 132 milliards, les Américains, bon, on va dire 140, les Américains ont donné 120, mais sur les 120, 78 milliards, c'est du matériel. Donc c'est considérable, et ça, nous n'avons pas ce matériel-là, et les États-Unis l'ont donné à l'Ukraine. Donc Ouais, voilà, c'est il y a, quasiment une situation d'engagement sur le terrain, parce que si on compare avec l'Afghanistan, c'est des sommes qui sont quand même énormes, hein. C'est ah pas un oui, oui, engagement sur c'est le des terrain. sommes incroyables. Et alors, pour votre deuxième question, c'était La sur... deuxième question, c'était ben justement, c'est un peu l'impensé de la position un peu ethnocentrée Ah, sur franco-européenne. les BRICS, oui, tout à fait. Ouais, parce que en Hmm. fait, on oublie quand même que 32 pays, le 23, le 23 février 2023, se sont pas prononcés, en fait. Et Hmm. parmi ces pays, il y a la Chine, il y a l'Inde, et qui Oui, oui. pèse aujourd'hui un tiers du PIB mondial, quoi. Et en termes de population, c'est plus de la moitié de la population mondiale. Mais je pense qu'on n'a pas compris que le 24 février 2022, la tectonique des plaques qui régissait le monde occidental et ses rapports avec le reste de la planète a complètement bougé. Et que ont émergé, alors ça s'est pas fait en 2022, hein, ça c'était en gestation depuis longtemps, mais la guerre en Ukraine a été vraiment un point de bascule parce que l'économie russe a été obligée de se réorienter vers d'autres débouchés, l'Inde, la Chine et la Russie a joui et jouit toujours on va dire, d'une domination alimentaire considérable. Elle avait déjà une domination des hydrocarbures, enfin au niveau de l'énergie. Maintenant aussi au niveau de l'alimentation mondiale, elle a un rôle considérable. Et donc là, on s'est rendu compte que les choses avaient bougé quand les prédictions qui avaient été faites par les Européens et les Américains d'affaiblissement de la Russie ne se sont pas réalisées. Comment la Russie, l'année dernière, a dépassé, je crois, les 4% de croissance, alors que la zone européenne plafonnait autour de 2 ou 3. Donc, elle a dépassé la croissance de la zone européenne. Donc, pour un pays dont on était censé mettre l'économie à genoux, comme l'avait dit Bruno Le Maire, on était loin des objectifs. Et je pense que malheureusement, en dépit de tout ça, la classe politique dont on hérite aujourd'hui, j'espère que la prochaine pensera différemment et j'espère que les jeunes aujourd'hui, mais je n'en suis pas sûr, raisonneront de façon différente et non pas de façon hexagonale, parce qu'on voit aujourd'hui l'importance et comment l'écho des conflits, que ce soit l'Ukraine, Gaza ou d'autres, sur notre territoire, à la fois sur les questions migratoires, sur les questions de positionnement, sur les questions géopolitiques. Il y a véritablement un écho du monde et on ne peut plus raisonner simplement comme le font beaucoup trop d'hommes politiques encore, en ayant des préoccupations, on va dire, hexagonales, en ayant une vision de la politique. Mais quand je dis ça, pour moi, un homme comme François Bayrou a totalement une vision hexagonale. C'est des gens, alors ils ont sans doute voyagé, ils sont sans doute partis, mais si vous voulez, dans leur logiciel, ce que vous dites sur les BRICS n'a pas été intégré. La domination pour eux de l'Occident est encore une réalité. Or, elle n'est plus une réalité. Or, l'Occident a tout intérêt, et il y en a un seul qui l'a compris, c'est Donald Trump. Donald Trump a compris que le leadership américain planétaire, c'était terminé, mais que si vous voulez garder une forme, on va dire, de compétitivité, il fallait d'abord qu'il admette ce monde multipolaire, qu'il le reconnaisse, qu'il établisse des relations, qui parfois peuvent se muer en menaces, peuvent se muer en guerre, mais des guerres plutôt commerciales, parce qu'on a compris que Donald Trump n'était pas un guerrier, c'est pas quelqu'un qui veut déclencher des guerres, c'est quelqu'un qui a horreur de la Alors guerre, et il a justement, raison.
Et c'est sa qualité, voilà. Après, nous, je pense pas qu'Emmanuel Macron, je ne pense pas que Keir Starmer ont compris le Alors voilà, déclin dans lequel nous étions arrivés aujourd'hui et le alors degré ju- du fait que nous ne comptions plus beaucoup. Voilà. justement, ça c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a Starmer et Macron, en tout cas sur cette même ligne. Starmer, on peut se demander finalement si le jour où Trump signera la fin de la récré, il va pas faire comme tout le monde et Ah, il le fera. Oui, il oui. va rentrer à la niche comme les autres, hein. Hmm. Ils ont torpillé l'Union européenne de l'intérieur pendant 50 ans, mais ça, le truc est accompli. Bon, il faut encore un peu de figuration, sachant même que leur armée, et on dit, parce qu'on entend souvent, notamment sur LCI, qu'ils ont Hmm. la bombe nucléaire, etc. Mais enfin, tout leur matériel, Hmm. tout ça est américain, les ordres sont américains, et c'est les Américains qui ont une délégation, en fait, qui leur accordent une délégation de pouvoir. Mais alors, on va dire Merz a un discours, Mélanie en a un discours aussi national. Elle s'en est sortie, elle a fait de son pays, on avait dit pique-pendre, le quatrième exportateur mondial. Elle est excédentaire dans son Hmm. budget, elle réussit pas trop mal. Il y a les Hongrois, il y a les Roumains qui ont été victimes, comme en France, d'une certaine manière, d'un coup d'État judiciaire et médiatique et européen. On voit quand même qu'il y a des pays qui tirent leur épingle du jeu au sein même de l'Union européenne, de l'UE, et qui s'autonomisent. Et nous avons Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'il ne comprenne pas le monde dans lequel il évolue, il fait un petit peu semblant de ne pas comprendre, mais sans doute pour des raisons qui lui sont personnelles, plutôt que de tirer un enseignement des BRICS, de ce monde multipolaire, il fait exister une entité qui est l'Union européenne, qui n'existe pas, qui Hmm. n'a pas d'armée. Ça fait 75 ans qu'on parle de défense européenne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de politique étrangère européenne. Hmm. Il y a rien de tout ça. Et il nous bassine avec ça. Est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, pour nous, on le voit tous les jours, que ce soit à Gaza ou dans l'Ukraine, une sortie du jeu de la France, de tous les processus importants dans le monde. J'analyse par exemple, on va dire, aller dans votre sens, la crise diplomatique entre la France et l'Algérie à l'aune de cet affaiblissement. Je pense que l'Algérie aujourd'hui joue une partition intraitable vis-à-vis de la France parce qu'elle sait que la France n'est pas en mesure de riposter comme elle aurait pu le faire avant. Même s'il y a Retailleau, mais Retailleau fait partie d'un gouvernement, on va dire, qui lui-même à plusieurs composantes, qui est une sorte de plus petit dénominateur commun pour pouvoir former un gouvernement. Et si vous voulez, il n'y a pas une adhésion, il n'y a pas de majorité. Vous avez un président qui est affaibli, qui a été défait 3 fois aux élections, qui devrait normalement en tirer la conclusion qui doit partir. Moi, je ne sais pas, la constitution de la Cinquième République, elle a été faite pour dégager elle a été écrite par Michel Debré pour dégager des majorités larges pour permettre qu'il y ait une gouvernance efficace. Bon, il y a déjà eu des exemples de cohabitation, mais là, on est dans comment, on va dire, dans enfin, une espèce d'ambiguïté constitutionnelle où celui qui a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale, bien, ne tire pas l'enseignement du fait qu'il n'ait pas été reconduit, quoi. C'est-à-dire que la majorité qu'il avait avant ne s'est pas traduite par voilà. Alors donc Oui, et puis constitutionnellement, personne ne l'empêche de partir, mais c'est un oui. vrai problème. Et c'est un vrai problème au niveau international, même s'il garde ce domaine préservé, réservé, pardon, comment, la diplomatie et l'armée, et donc il va essayer de jouer sa partition à l'étranger plus que d'essayer d'intervenir sur le théâtre national, puisque c'est plus lui théoriquement qui gouverne. Donc tout ça nous fragilise dans une position, dans une époque où le recul de la France est quand même significatif. Et je crois, et c'est là où je pense je ne suis pas du tout persuadé comme vous qu'Emmanuel Macron soit conscient qu'à l'international, le jeu qu'il a joué
des globalistes, des super progressistes, on va dire des défenseurs de la cause LGBT. Vous savez, le problème qui s'est passé, c'est pas une question de jugement de valeur, c'est pas moi en tant que Français qui aimais, c'est ce que me disent les gens quand je me suis retrouvé au Mali, quand je me suis retrouvé à plusieurs reprises au Moyen-Orient ou même en Russie. Je donne souvent cet exemple. Je m'étais retrouvé du côté de Bakhmout avec une infirmière tchétchène. Et j'étais allé lui demander. Au début, je cherchais à comprendre pourquoi, après avoir vu Poutine écraser ses grands-parents sous un tapis de bombes, elle était volontaire pour aller combattre pour le même Poutine. Bon. Et on a commencé à discuter comme ça. Et elle m'a dit, à un moment, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez de nous, les Européens, les Français? Et elle me dit, vous êtes la sorcellerie. Alors, j'étais très surpris du terme, de la force du terme. Mais en même temps, quand j'ai regardé la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques, je me suis rappelé de cette femme. Et je me suis dit que voilà comment eux, qui ont une vision très traditionnelle des choses, peuvent percevoir un pays qui se moque de la religion dominante, alors, que ce soit le catholicisme ou l'islam ou autre. Mais en l'occurrence, pour ces gens, c'est les caricatures du prophète qui sont vraiment le point de conflit, ou la question du voile, ou la question de la laïcité, qui sont incapables de comprendre, si vous voulez. Mais nous sommes devenus, et je pense que c'est ça qui est le plus grave, en Afrique, c'est exactement la même chose, nous ne sommes plus perçus comme le colon ou celui qui vient piller les richesses. Ça, je vais dire, les Africains, les anciens colonisés en avaient un peu l'habitude, et des élites entières de ces pays ont profité de cette domination française pour prospérer. Une partie de la population s'en accommodait très bien de tout ça. Dans les dernières années, c'est très différent. Le mouvement, la vision que nous avons apportée de nous à l'Afrique a été une vision d'un élément toxique. C'est-à-dire, nous sommes devenus la sorcellerie, comme je disais, pour cette Tchétchène, mais pour les Maliens, pour les Burkinabés, pour les Nigériens, nous sommes devenus des éléments qui s'attaquaient tout à coup à leur mode de vie. Nommer un ambassadeur LGBT comme l'avait fait Emmanuel Macron et l'envoyer au Cameroun, pays où c'est déplorable, mais enfin c'est comme ça, l'homosexualité est interdite. Voilà, ça contribue à nous placer dans une trajectoire où nous sommes non seulement considérés comme des exploiteurs de ces gens-là, traditionnellement, mais aussi comme des gens qui s'attaquent à leur mode de vie. Et de ce point de vue-là, ils peuvent devenir très, très, Mais là, très méchants. justement, Voilà. on touche un peu à la quadrature du cercle, hein, puisque personne, à ma connaissance, n'a une explication définitive, recevable, acceptable par tous. Est-ce que M. Macron est dans la provocation? Est-ce qu'il en rajoute? Ou est-ce que vraiment il ne comprend rien? Moi, enfin, je ne suis peut-être pas très futé, mais je n'ai jamais réussi À véritablement savoir. à trancher, quoi, à savoir. Et pourtant, voilà. C'est Je toujours ne un sais peu pas. compliqué avec ce type de savoir. Quand il parle, il n'y a pas de culture française, et en même temps, il essaie de vanter la France, la Startup Nation. On voit bien que tout ça n'existe pas et du flanc intégral, puisque les startups Hmm. ne créent jamais d'emplois. Mais même sur les questions sociétales, sur les questions de défense, on se demande si c'est son univers mental qu'il met comme ça, qui l'objective ses fantasmes, ou Hmm. est-ce que finalement il parle pour parler et qu'il comprend rien. Moi, j'avoue que j'ai pas tranché cette question, hein. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron est pas, contrairement à ce qu'on a, bon, on a dit le Mozart de la finance, maintenant tout le monde a compris que ça c'était du flan. Mais je pense que c'est pas quelqu'un de très intéressant en fait. Pour Mm. moi, hein, personnellement, je suis jamais enrichi par un discours d'Emmanuel Macron. J'ai assez rarement vu des moments d'abord où j'étais d'accord avec lui. J'ai l'impression que c'est une espèce de logorée sans fin Ah. qui tourne de façon circulaire autour de lui-même. Il n'y a pas de grande pensée là. C'est un peu comme, bon, il y en a d'autres, hein,
prenez en géopolitique, vous avez Bernard-Henri Lévy, c'est un peu la même ritournelle comme ça, voilà, un truc ultra nombriliste qui vise en fait à se mettre en avant. On le voit bien avec Macron sur l'histoire du PSG. Bon, il n'est pas à Munich, c'est le club de Paris. Tout à coup, ça y est, ça devient l'équipe de France. Non, ce n'est pas l'équipe de France. Non, s'il s'intéressait vraiment au foot, eh ben, il aurait écourté son voyage, il serait allé les voir à Munich, il l'a pas fait. Bref, donc c'est toujours celui qui veut être sur la photo. On l'a bien vu avec Trump et Zelensky, qui trouvent un moment d'apaisement au milieu de la cérémonie d'obsèques du pape et qui vont discuter. Emmanuel Macron se précipite et Trump le rembarre en lui disant tu n'as rien à faire là, pars quoi en gros. Donc On l'a vu avec Al-Joulani aussi, et ça, c'est oui, bien peut-être un peu sûr, plus c'était une problématique. manière d'être. Alors, il essaye de faire comme Trump, peut-être, d'être au centre. Sauf que Trump joue de cet exercice depuis très longtemps et c'est assez difficile de le battre. Il y a Poutine qui est en train de le battre en ce moment parce que Trump pensait qu'il allait mettre un terme à la guerre et il n'a pas compris que Poutine ne basait pas ses actions en Ukraine sur lui. C'est ça aussi le problème C'est des peut-être rapports pour entre ça. Poutine et Trump. C'est peut-être Mais pour ça aussi, Régis, que le discours de l'Europe lui va si bien. Parce que c'est quelqu'un peut-être, qui tourne en conclave autour de son nombril. tout à Donc fait. la France a disparu, vive l'Europe. Ce qui est un Oui. discours très giscardien d'ailleurs, hein. C'est Giscard le Mhm. premier qui vous avait sorti ça en se disant que la France avait pour vocation de régenter l'Europe. Donc il y a Mhm. une espèce de transfert symbolique. Mais en fait, comme l'Europe, c'est une espèce de signifiant sans signifier, ça lui va très bien. Donc Oui, il oui. tourne autour de cette espèce de vide. Et Mhm. moi, je partage absolument ton avis sur la vacuité et le faux Macron. C'est Mhm. quelqu'un qui donne à droite à gauche, c'est le en même temps, c'est du creux, c'est du Oui, et vide, puis avec, c'est du avec en vide. tout ces moqueries permanentes qui Ouais, sont devenues planétaires. Moi, je me souviens, je vais pas revenir sur la sexualité de Macron parce que je suis désolé, mais on en entend tout le temps parler dès qu'on va à l'étranger. Il y a quelqu'un qui nous pose des questions là-dessus. C'est systématique. Mais je mets ça à part et moi, je défends toujours le président à l'étranger parce que je suis français et je pense que d'abord, les gens avec qui je suis ne comprendraient pas que je ne le défende pas. Vous voyez? Je me considère qu'en étant français à l'étranger, même en étant journaliste, on est un représentant de la France, donc on se doit défendre un minimum. Donc je le fais toujours, mais je me souviens d'une discussion avec des jeunes Russes du côté de Mélitopol, justement, quand on parlait tout à l'heure, qui on buvait un coup avec eux, tout ça, et on discutait. Et à un moment, il y en a un qui m'a dit, mais comment vous pouvez laisser quelqu'un donner, je parle pas de l'épisode d'Hanoï, hein, donner une claque au président, comment vous pouvez laisser ça? Et là, j'ai eu un moment d'hésitation. J'ai dit, mais de quoi il parle? Et en fait, je me suis souvenu de cet épisode du jeune qui avait mis une claque à Macron lors d'un Montjoie, déplacement en province. D'ailleurs, je crois qu'il a fait 6 mois de prison ou un truc comme ça. c'est ça. Mais donc, pour les jeunes Russes, ce truc-là, que les Français laissent quelqu'un mettre une gifle à leur président, c'était extrêmement choquant. Extrêmement choquant. C'était quelque chose qui les avait marqués. Alors que nous, bon, on est un peu habitués. On se dit, bon, bah, c'est pas grave, notre Non, mais président. c'est vrai, Régis, c'est vrai que Voilà. quand on voyage, on est vraiment, on n'est pas fier d'être français. Ça, c'est nouveau, hein, parce que souvent, on est apprécié qu'on aille en Égypte, Ouais, il etc. reste une magie. Il Voilà, reste une il reste magie, une la magie France. française, même Si, si si. elle est Vous un peu prononcez le mot factice. Paris, partout dans le Voilà, monde, vous avez une petite étincelle dans l'œil. Je c'est suis sûr que ça. si vous dites Berlin ou Londres, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Et donc, quand on joue, nous, on sait que c'est pas tout à fait vrai. Enfin, on le Oui, savait parce que je parle à l'imparfait. oui, Mais oui. aujourd'hui, on entend ça, on est un peu embêté parce que malgré tout, même si on l'aime pas, et d'ailleurs, on voit bien que lui-même, M. Mm, Macron, ne nous aime pas, n'aime pas son pays, n'aime pas ses ressortissants, ne se sent pas français, comme M. Glucksmann d'ailleurs, hein. mm, Les gens qui se sentent mieux à New York, ils le disent qu'en France, etc. Bon, et ben ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal parce que même si on l'aime pas, il nous représente. Il nous Oui, oui, représente. bien sûr, bien sûr. Et il dit toujours du mal de la Mm, France et des Français à l'étranger, ce qui est mm, aussi quand même une forme d'innovation à contrario, qui est quand même assez fâcheuse. mm. Ok. Voilà. Alors, il nous reste, Régis, 5 minutes, on va essayer de conclure. Ce qu'on peut constater, c'est que nous sommes dans une situation, moi, que je trouve extrêmement périlleuse. Les Européens en particulier, les dirigeants européens,
jouent avec vraiment des explosifs sous leurs pieds et sous les nôtres. On est pris donc dans un engrenage. On a bien analysé qu'il y a eu un changement du monde, ça c'est certain. Donc il faut analyser cette guerre au prisme de ce changement global. Je vous pose la question à tous les deux. Comment est-ce que vous voyez la suite en particulier de ces négociations? Est-ce que l'embrasement est possible et sous quelle forme? Voilà, c'est vraiment la suite, moi, qui m'interroge énormément. Je suis très inquiet aussi par l'irresponsabilité des dirigeants politiques français et européens, les discours, la façon dont ils réagissent, la façon dont ils commentent, hein, en disant, en particulier, on l'a vu sur les actes de dimanche, hein, c'est formidable, l'Ukraine dévoile vraiment sa puissance, etc. Donc tout ce narratif, moi, m'inquiète. Quel est votre ressenti en conclusion, sur cette séquence et la suite, on va dire, proche? Bah, sur ce qui est du commentaire des élites, on va dire, françaises, médiatico-politiques, je crois qu'il faut pas non plus leur donner trop d'importance parce que on s'est habitué malheureusement à ce type de commentaires depuis le début de l'Ukraine par des gens qui n'ont aucune expérience du terrain là-bas, ni même connu d'autres guerres pour ce qui est des généraux présents en plateau, en tout cas qui n'ont pas connu l'Ukraine, qui n'ont même pas fait l'effort. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus souvent. Des gens qui commentent l'Ukraine, qui l'encouragent à continuer à se battre et qui n'ont pas fait l'effort pendant ces 3 ans d'aller en Ukraine pour voir. Je trouve ça absolument indécent de continuer à commenter l'actualité ukrainienne comme un peu on commenterait un match de foot. Tiens, ah, il a marqué un but, voilà, et ils ont abattu ah, super, bravo les Ukrainiens, allez-y, on est derrière vous. Et en attendant, on est bien au chaud dans la tour TF1 à commenter avec des dingues, parce qu'il y a vraiment des calibres quand même absolument incroyables. Et je comprends pas que ces rédactions-là désinforment l'opinion avec ce type de personnage. Ça me révolte. Mais bon, bref, on va pas non plus continuer à ergoter sur ces gens-là. Quand on veut des analyses sérieuses, on a des médias européens, des médias américains en particulier, qui même si parfois font des erreurs, les reconnaissent. D'abord, le New York Times ou le Washington Post régulièrement font des mea culpa sur des choses sur lesquelles ils se sont aventurés et qui ne se sont pas avérées vraies. Je n'ai jamais vu un erratum ou un mea culpa du Monde, par exemple, ou encore moins de Libération. Ces gens-là sont persuadés de connaître tout. Donc, je pense qu'il faut éviter finalement, et on ne prend plus nos informations, nous, auprès de ces gens-là. Les canaux Telegram ukrainiens, Tatarigami UA ou Ribar, des choses assez sérieuses, ou même Deep State, même si c'est le GUR derrière Deep State, c'est quand même très intéressant ce qui s'y dit, et ça, il faut les analyser. C'est notre boulot de journaliste de prendre ces informations, de regarder les cartes, et on va pas, comment les états d'âme du général Yakovlev ou de Michel Goya, moi je les leur laisse, ou de gens comme Tertrais ou Tanzer, qui sont des fous furieux pour moi. C'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, qu'ils plaquent sur des guerres en s'imaginant qu'ils en font partie. En fait, ils ne font partie de rien du tout. Ils n'ont aucune prise sur les événements. Donc je pense qu'il faut être, voilà, maintenant regarder les choses. J'ai toujours eu un optimisme naturel à croire que, par exemple, la négociation et la discussion peut amener des choses. Hier, on a assisté à des choses où 6000 corps ukrainiens et 6000 corps russes vont être échangés. Les enfants aussi, partie des enfants, des 339 enfants, pris dans dans le tourbillon de cette guerre que les Ukrainiens accusent, dont les Ukrainiens accusent les Russes de les avoir enlevés. Les Russes disent c'est nos soldats qui les ont protégés pendant les combats. Bref, il va y avoir un échange d'enfants, il va y avoir un échange des prisonniers les plus graves, il va y avoir un échange des prisonniers aussi, de tous les prisonniers de 18 à 22 ans. Enfin bref, il y a toutes des choses très précises. Ça fait beaucoup de monde qui va être échangé de la semaine prochaine. Il y avait déjà eu 1000 contre 1000. C'est peut-être une manière de dire on continue. Et là, cette fois-ci, c'est la délégation ukrainienne qui a proposé de repartir sur un cycle de négociation entre le 22 et le 25 juin. Donc ça, cette fois, au début, c'est Poutine qui avait proposé. Là, ensuite, c'est les Russes qui ont reproposé un round. Maintenant, ce sont les Ukrainiens. Ils discutent, ça dure pas longtemps. Mais voilà, progressivement, il y a un dialogue qui se fait, il y a des mémorandums qui sont échangés, on regarde, on dit ça c'est inacceptable,
et puis on discute, on évolue, et on a perdu l'habitude en France de la négociation, de ce qu'est la négociation. Moi, je me souviens des négociations sur la Syrie entre Sergei Lavrov et John Kerry, mais ça a duré des mois, ces histoires, pour permettre, on va dire, d'apporter une paix relative à des zones comme Alep, en faisant intervenir les troupes russes. À l'époque, c'était extrêmement compliqué, la Syrie. Mais vous aviez deux diplomates comme ça qui passaient des nuits à négocier. On a oublié ça. Pour nous, il nous faut du tout de suite. Alors, on a l'avantage d'avoir Donald Trump, qui est un homme qui se place du côté de la paix, qui est déterminé à l'avoir, mais il a des défauts aussi, ce Donald Trump. C'est son impulsivité, c'est le fait qu'il veut tout de suite, alors que face à lui, il a un adversaire qui est dans le temps long, qui s'appelle Vladimir Poutine, pour qui attendre une journée, 2 journées, un mois n'est pas finalement l'essentiel, qui s'est fixé des buts, qui s'est fixé des objectifs. Voilà, après tout ça, évidemment, se confronte à la réalité et peut-être qu'on va arriver à la paix, je souhaite en tout cas le plus vite possible. Oui, et puis bon, moi je vais pas être très long parce que tu as déjà tout dit, mais effectivement, je pense que la question, elle est d'ordre psychologique et même psychiatrique hein, pour un certain nombre de personnes qui effectivement plaquent leur mal-être, leur revanche, le fait qu'ils aient été mal léchés par leur maman quand ils étaient petits, j'en sais rien, mais qui plaquent la même chose. On l'a vu ça pendant les Gilets jaunes, pendant le Covid, on le voit aujourd'hui à Gaza, et qui viennent exprimer euh, un ersatz de pensée qui n'est partagé d'ailleurs par très peu de monde dans la population. Bon, et peut-être que, en tout cas, tu en as été l'exemple ce soir parfait. Pour ne pas se laisser encalminer, engluer, et puisqu'on parlait de Spiderweb, cette opération pris dans cette toile d'araignée, faut-il, comme tu l'as fait ce soir, effectivement, être dans le factuel, expliquer les choses, les enjeux, de façon très complète, sans moraliser les choses, puisqu'on voit d'ailleurs que ces mêmes personnes qui sont incapables de placer l'Ukraine sur une carte encore aujourd'hui, ou qui sont incapables de définir les pays baltes, soudainement sont pris de passion pour Israël, comme ils étaient pris de passion pour la science et les vaccins, et comme demain, ils seront pris de passion pour la Syrie ou la Libye, ou les frères musulmans, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans connaître leur sujet. C'est devenu un peu ça, malheureusement, les médias mainstream, qui ont une part prépondérante dans la catastrophe qui est en train d'advenir. Parce qu'un homme politique qui parle dans le vide, bon, qui n'est pas repris, ça reste un homme politique qu'on remet à sa place ou qu'on n'entend pas. Malheureusement, quand on voit aujourd'hui l'économie même de ces médias ou le service public, hein, qui est complètement macronisé, à part quelques émissions sur culture qui sont encore intéressantes, bon, bah, c'est une agence de com. C'est quand même très, très préoccupant. Peut-être pas pour la guerre, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on compte pour quantité négligeable, mais pour la propre survie d'un certain esprit français qui est en train de se diluer dans l'homme sans projet, comme disait Bruno Le Maire à propos de M. Macron avant qu'il change d'avis après le premier tour. En tout cas, Ouais. merci Régis, et je vais laisser Harold, qui a initié ce quartier populaire, le soin de conclure. Bah, d'abord, merci Régis hein, d'avoir accepté notre invitation Merci. parce que ben voilà, il y a des faits qui sont présentés, il y a une connaissance du terrain, c'est très important parce qu'on parle beaucoup dans le vide, on parle beaucoup de choses comme ça à droite à gauche. Je pense que c'est très important de recadrer. Je rappelle donc la chaîne Omerta. Tu n'en as pas parlé ce soir, mais voilà, on sait que ça existe et qu'il y a des interviews, évidemment des actualités sur cette chaîne. Je rappelle quand même un fait qui doit nous interroger, et ça fait écho un peu à ce que tu dis, Didier. Les guerres sont souvent le résultat d'engrenages extrêmement complexes et de responsabilités partagées. On est typiquement dans cette configuration. Il ne s'agit pas, comme le pensent les non-pensants, de signer un blanc-seing pour Poutine ou pour je ne sais qui. Il s'agit de comprendre la complexité d'une situation aujourd'hui extrêmement dangereuse. Et en fait, cette compréhension, moi, ce qui me gêne avec les young leaders neuneux qui tournent en conclave autour de leur nombril, c'est que dès qu'on réfléchit dans la complexité, on est du mauvais côté de la barrière. Et en fait, ce simplisme permanent, ce côté binaire, ce côté bête et méchant,
est aujourd'hui l'apanage d'une pseudo-élite qui nous fait la morale en disant que nous sommes en quelque sorte des suppôts de je ne sais quoi ou des ennemis de l'intérieur. Et ça, c'est un renversement qui, pour moi, c'est l'anti-intellectualisme le plus effrayant, et c'est ça qui est vraiment menaçant, et c'est ça qui est le terreau de l'anéantissement de l'homme. Et la guerre se nourrit de ça. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on s'aperçoit très souvent que quand on fait le travail historien sur les guerres, on retrouve ces responsabilités partagées, cette complexité. Je pense qu'on a la chance aujourd'hui, avec des médias alternatifs, de faire ce travail, d'essayer de faire ce travail. J'ai parlé du Monde Diplo, j'aurais pu parler de Pierre Lelouch, de son bon bouquin Engrenage, hein. Je vous conseille aussi toute cette lecture complexe en fait des événements. Régis a évidemment participé à éclairer notre lanterne. Nous le Merci. remercions. Je rappelle une dernière chose, c'est que les médias, évidemment, qui ne sont pas alignés, bah, ils fonctionnent en autonomie. Donc, on a besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner, soutenir évidemment QG, soutenir les médias alternatifs. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine émission. Bonsoir Régis, merci encore. Merci. Bonsoir À Didier, bientôt. bon Bonsoir. éclairage. Merci Régis. À Merci à Paul. bientôt à toutes et à Merci. tous.